Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je voudrais avant tout remercier madame Meryem Mortad Zmitry pour son invitation à m'exprimer devant vous à l'occasion de votre congrès. Je remercie et salue également mes collègues du département de psychologie de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Il ne m'a malheureusement pas été possible de participer directement à vos travaux. C'est pourquoi, à la demande de madame Mortad Zmitry, je communique avec vous par le moyen de cette conférence enregistrée. Nous serons donc privés du débat qui aurait pu s'engager entre nous. Je le regrette. Je formule tous mes vœux pour le succès de vos travaux. Je vais exposer comment, à partir de mon expérience de psychanalyste, j'ai conçu une manière de penser le mal-être contemporain dans nos sociétés en mutation, travaillées dans leur fondement par une série de transformations. Certaines sont de très grande ampleur, et elles varient avec les sociétés, mais toutes affectent profondément l'organisation de la vie psychique et les liens intersubjectifs et sociaux. Pour proposer cette conception, mon référentiel pratique a été la clinique de la cure psychanalytique, le travail psychanalytique en dispositif de groupe et l'accompagnement au long cours d'équipes soignantes dans différents types d'institutions de soins psychiatriques. Je commencerai par noter quelques différences entre la situation de Freud lorsqu'il écrit Malaise dans la culture en 1929-1930 et ce que nous pouvons en dire près d'un siècle plus tard. Freud disposait pour son analyse du malaise dans la culture des observations de la cure et des informations qu'il tirait de ses lectures. Son intelligence lui a permis de prolonger par la voie de la spéculation, par la voie de la pensée réflexive abstraite, ce que l'expérience de la psychanalyse ne pouvait lui enseigner directement. Le travail de Freud a ouvert des voies fécondes pour penser avec la psychanalyse le rapport de la psyché et du monde contemporain. À 3 reprises au moins, il en a montré la nécessité. Par exemple, en 1908, dans son article sur la jeunesse de la maladie nerveuse des temps modernes et la morale sexuelle civilisée. Puis, en 1918, lors du congrès de Budapest, c'est-à-dire juste à la fin de la Première Guerre mondiale, et en 1929, avec le malaise dans la culture. Il faudrait bien sûr pouvoir s'interroger sur la compréhension de Freud lorsqu'il analyse ce malaise. Dans quel contexte et de quel point de vue il l'envisage, avec quels outils conceptuels et quels modèles il le pense. Je n'ai pas le temps d'aborder ici ces questions, je les ai exposées dans mon livre sur le mal-être. Cependant, nous ne pouvons pas nous en tenir à ce que Freud a écrit sur cette question. Il est raisonnable de penser que depuis 1929, les civilisations humaines se sont considérablement transformées, que d'autres organisations de la psyché humaine ont été explorées, et que par conséquent d'autres modèles du fonctionnement psychique sont désormais nécessaires. Les dimensions et l'extension de ce que Freud nommait la culture ont eux aussi changé. Et c'est une évidence que le monde s'est élargi à d'autres cultures que celle de la Mitteleuropa, de l'Europe centrale, de la fin du XIXe siècle, et particulièrement celle de la bourgeoisie et de la société viennoise. Freud a perçu les enjeux de la grande crise de 1929 et certains de ses prolongements catastrophiques. Ces catastrophes se sont accomplies avec la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, avec les transformations de l'économie, du cadre de vie et des mœurs. Mais lorsque Freud écrivait le malaise, la Seconde Guerre mondiale était encore à l'état d'embryon, dans sa couveuse infernale. Et ni la Shoah, ni Hiroshima et Nagasaki, ni les tueries et les génocides du dernier quart de siècle dernier n'avaient encore été perpétrés. Ni la guerre froide, ni les totalitarismes soviétiques, maoïstes, cambodgiens, n'étaient pas encore sinistrement installés. La mondialisation n'avait pas déréglé les économies, les emplois et les flux de population. Le terrorisme planétaire n'avait pas encore fomenté les attentats du 11 septembre 2001, ni ceux du 11 mars 2003, et la mondialisation de ces actes meurtriers. Mais aussi l'Internet, les myriades de connexions immédiates et d'informations en tout genre n'existaient pas, ni la préoccupation écologique pour la survie de la planète, et donc avec elle, celle pressante du devenir de l'humanité. La postmodernité a ébranlé des croyances,
et des organisations sociales qui fondaient la relative confiance dans la culture, dans les institutions, dans les liens intersubjectifs et dans ses propres capacités. Avec l'hypermodernité, nous sommes désormais dans un nouveau foyer inédit du mal-être et de la souffrance psychique d'origine sociale et culturelle. Si les conditions de la mondialisation sont différentes dans les différents espaces géopolitiques de la planète, nous pouvons faire l'hypothèse, cependant, que leurs effets psychiques sont liés à quelques constantes anthropologiques dont les expressions ne sont pas identiques en Chine, en Inde, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et au Maghreb. Seule une anthropologie psychanalytique comparée nous éclairerait sur les processus et les formations psychiques analogues mais non identiques. La psychanalyse qui organisait la vision de Freud a elle aussi changé, et avec elle la compréhension du malaise dans la culture. Le monde lui aussi a changé, et en conséquence l'organisation de la vie psychique et de ses déterminants sociétaux, économiques, culturels et intersubjectifs. Dans cette conférence, je vais vous proposer un cadre général pour tenter de comprendre comment le mal-être et les nouvelles formes de la souffrance psychique ont partie liée avec les mutations qui ont ébranlé la civilisation et la culture du monde dans lequel nous vivons et dans lequel vivront nos descendants. Pour développer mon propos, je mettrai à contribution les nouveaux modèles d'analyse de la réalité psychique inconsciente et des formes de subjectivité que ces extensions de la psychanalyse contemporaine nous ont permis de découvrir et de connaître. Ces découvertes résultent, pour une part essentielle, des connaissances qui nous viennent de la pratique psychanalytique lorsqu'elle s'engage dans un travail avec les groupes, les familles et les institutions. Ces pratiques nouvelles ont révélé l'existence de plusieurs espaces dans lesquels se développe la vie psychique. Elles ont rendu nécessaire la construction de nouveaux concepts, de nouveaux modèles théoriques. Et parmi ceux-ci, j'ai considéré comme essentiel de distinguer 3 espaces de la réalité psychique inconsciente. L'espace qui est propre au sujet, à chacun d'entre nous, en tant qu'il est à la fois un sujet singulier et un sujet du groupe. Deuxièmement, l'espace des liens intersubjectifs, tels qu'ils se manifestent dans les groupes, et l'espace du groupe en tant qu'il forme un ensemble. Ces espaces ont des qualités spécifiques. Ils sont solidaires, articulés et interférents. Les formations psychiques sont propres donc à ces espaces et elles ne se développent que dans les espaces intersubjectifs et groupaux. Par exemple, ce que j'appelle les alliances inconscientes ou l'illusion groupale. Nous disposons donc aujourd'hui d'autres concepts, d'autres dispositifs méthodologiques pour penser le mal-être. Pour analyser la complexité du mal-être du monde moderne dans ses rapports avec la souffrance psychique de notre temps, j'ai introduit un niveau méta de l'analyse. Ce niveau est celui des articulations entre les espaces qui forment le cadre de la vie psychique et ceux des métacadres qui les contiennent et qui les soutiennent. C'est à ce niveau méta que la complexité du problème du mal-être peut apparaître, mais aussi les principes efficaces de son traitement. Par exemple, je pense que le groupe, en tant qu'il est un espace et une organisation méta par rapport à l'espace et à l'organisation intrapsychique du sujet singulier, est une de ces formations, est un de ces dispositifs qui permet d'aborder les différents niveaux où se formule, où se présente le mal-être. Une des fonctions centrale des cadres et des métacadres est de structurer la vie sociale et la vie psychique et de garantir les conditions de leur développement. J'introduis donc ici la notion de garant. L'idée centrale est que le mal-être contemporain est le résultat d'une déstabilisation des emboîtements des cadres et des interférences entre les cadres. Ainsi, les métacadres sociaux et culturels sont garants des métacadres psychiques, fondateurs, qui à leur tour sont garants de la vie intrapsychique de chaque sujet. Cette fragilisation des garants méta affecte la souffrance psychique et les fonctionnements des groupes, des familles et des institutions.
Examinons-les donc de près. Tout d'abord, le concept de garant métasocial. C'est un concept qui a été introduit par le sociologue Alain Touraine, il y a déjà quelques années, en 1965. Alain Touraine désigne ainsi les grandes structures d'encadrement et de régulation de la vie sociale et culturelle. Les mythes, les idéologies, les croyances et les religions, l'autorité, la hiérarchie. La fonction de ces composantes du métacadre, des garants métasociaux, est précisément de garantir une suffisante stabilité des formations sociales et par là de les doter d'une légitimité incontestable. Pour faire exemple, en France, sous l'Ancien Régime, la figure du roi incarnait et unifiait l'ensemble de ces garants métasociaux. Sous l'effet de la Révolution française, ces garants se sont segmentés en plusieurs éléments. Le nationalisme, le capitalisme, les révolutions sociales. Et les idéaux démocratiques et libéraux du XIXe siècle ont contribué à structurer les grands massifs idéologiques du XXe siècle. Mais lorsque ces garants métasociaux se transforment sous l'effet de l'industrialisation, de l'urbanisation, des conflits sociaux et des mouvements migratoires, induits par ces mutations, sous l'effet de l'esprit du temps et sous l'effet de la destructivité des guerres mondiales, les sociétés sont confrontées alors à de nouvelles instabilités graves. Les grandes idéologies et les religions du progrès n'encadrent plus les certitudes, les systèmes de représentation, les valeurs, les repères de l'action collective. Et dans ces conditions, les lois et les interdits qui règlent les rapports sociaux et interpersonnels deviennent flous, contradictoires, paradoxaux et inopérants. Ils sont disqualifiés. Une donnée décisive de la modernité a été l'effondrement des croyances et des grands récits qui soutenaient les repères identificatoires suffisamment communs. Mon collègue David Benaïm, suivant l'analyse de Walter Benjamin sur la mort du récit, rappelle à juste titre que ce désastre de la transmission est une des conséquences de la Première Guerre mondiale. La postmodernité a accentué cette difficulté d'être généralisée en faisant définitivement prévaloir l'information sur le récit et la coexistence brute des contraires, le refus des références privilégiées, tout se vaut. De nouvelles conjonctions historiques définissent alors le malaise dans la culture et corrélativement la structuration et les troubles de la vie psychique. Celle-ci est menacée par l'instabilité de ses socles, par les fractures des réceptacles, ordinairement silencieux, qui encadrent et soutiennent les processus de son développement. Avec la défaillance des garants métasociaux, nous vivons donc la transformation critique des grandes matrices de symbolisation que sont la culture, la création artistique, les repères de sens, bref, tout ce qui est conquis par les sublimations et par ce que Freud a nommé en 1929 le travail de culture. Ces bouleversements mettent sévèrement en cause l'identité des groupes et des collectivités, mais aussi les processus de la socialisation des individus. Tout à la fois cause et effet, la violence sociale et la violence individuelle, l'exclusion, les conduites de déviance et de marginalité sont les expressions manifestes de la crise des garants métasociaux et, de ce fait, des projets suffisamment partageables pour constituer le vecteur d'une dynamique sociale créatrice de nouveaux processus de socialisation. Je dirais donc que les sociétés postmodernes vivent ces défaillances et ces faillites comme génératrices d'incertitudes dans les repères identificatoires d'appartenance, dans les marques symboliques, dans la fonction et la fiabilité des institutions et dans les systèmes méta-interprétatifs. Ces repères et ces systèmes sont désormais multiples, plus ou moins métissés, ouvertement ou sourdement conflictuels. Ils ne sont pas nécessairement et automatiquement les signes d'une société dans laquelle les différences sont assumées. Je voudrais dire maintenant quelques mots de ce que j'appelle les garants métapsychiques.
L'hypothèse avec laquelle je travaille est que les défaillances, les désorganisations et les recompositions de ces garants métasociaux de la vie sociale affectent au premier plan les garants métapsychiques de la vie psychique. Je nomme donc ainsi les formations, les processus de l'environnement psychique dans lequel s'étaye et se structure la psyché de chaque sujet. Ces garants consistent essentiellement dans les interdits fondamentaux et dans les contrats intersubjectifs qui contiennent les principes organisateurs du psychisme. Ils forment ainsi le cadre et l'arrière-fond de celui-ci. Mon propos n'est donc pas d'opposer le social au psychique, ni de les traiter séparément, mais de tenter de les articuler. Le travail psychanalytique avec les groupes, les familles et les institutions nous apprend que la vie psychique et le devenir « je » ne peuvent se développer que sur la base de l'exigence de travail psychique qu'impose à chacune de nos psychés son inscription dans les liens intersubjectifs primaires, dans les liens sociaux. Cette inscription s'effectue à travers un ensemble de contrats, de pactes, d'alliances, de nature et d'objectifs divers. Et ici encore, le défaut et la défaillance ou la désorganisation de ces contrats, de ces pactes, de ces alliances, mettent en crise ce que j'ai appelé les garants métapsychiques. J'ai donc formulé à partir de ces éléments quelques hypothèses pour qualifier le mal-être dans la culture de notre temps, et je vais résumer celles que je considère comme principales. Je disais que les changements remarquables étaient survenus en 2 décennies à peine dans les liens intergénérationnels, dans les relations entre les sexes, et notamment dans le statut de la femme, les métamorphoses des structures familiales, les mutations inédites dans le rapport au travail et dans son organisation. Également, de profondes transformations sont apparues dans les structures d'autorité et de pouvoir, avec la confrontation violente, avec ce que j'appelle cette troisième différence que provoque le brassage des cultures. Toutes ces dimensions mettent en cause les processus de structuration des espaces psychiques et les fondements du sentiment de l'identité. Le monde moderne, et plus encore le monde hypermoderne, nous confronte donc ainsi à un ensemble complexe de bouleversements aigus qui affectent le socle de notre être. Le contrat intersubjectif et intergénérationnel qui nous assure de l'investissement par le collectif de notre place dans un ensemble et qui nous oblige à investir corrélativement celui-ci pour en assurer la conservation, est lui-même ébranlé ou mis en pièces. En conséquence, les croyances et les mythes qui assurent la base narcissique de notre affiliation sont eux aussi ébranlés. Et dans le même mouvement, les grands récits qui fournissaient les matrices du sens commun et partageable, face aux énigmes de la vie et aux énigmes de l'univers, ont perdu leur pouvoir de nous transmettre une conception du monde suffisamment cohérente. J'ai parlé brièvement je ne fais qu'évoquer les alliances inconscientes. Je voudrais y revenir un peu plus précisément. Les alliances inconscientes, les pactes et les contrats exercent cette fonction méta pour chaque psyché singulière et pour tous les sujets d'un ensemble. Elles fonctionnent comme des métacadres. Parmi ces alliances, certaines sont structurantes, sont nécessaires à la vie psychique. Par exemple, le contrat narcissique, qui est un contrat qui va rendre mutuel l'investissement narcissique du sujet sur l'ensemble et de l'ensemble sur le sujet. À ce contrat, il faut ajouter le contrat de renoncement à la réalisation directe des buts pulsionnels, notamment des buts pulsionnels destructeurs, le contrat avec la fonction paternelle et le contrat entre les frères, le pacte de renoncement mutuel à la réalisation directe des buts pulsionnels, instaure la non-immédiateté, instaure un différé. Le détour imposé est l'œuvre de l'autorité qui impose le renoncement et la fonction de l'autorité de faire advenir la pensée au lieu du corps à corps. Ces pactes et ces contrats reposent sur les interdits fondamentaux. Les
Les interdits fondamentaux sont impliqués dans la formation des identifications et des processus de symbolisation, dans l'accès à la parole et à la pensée, dans la transmission des savoirs et des idéaux, dans la constitution d'une altérité, altérité interne et altérité avec l'autre et plus d'un autre. Ils impliquent, ces interdits, un co-refoulement et de ce fait, ils sont, pour une part importante, cofondateurs de l'inconscient. D'autres alliances sont défensives. J'ai étudié une de ces alliances défensives que j'appelle le pacte des négatifs, et elle consiste à refouler, à mettre de côté ce qui pourrait entraver un lien, ce qui pourrait entraver une représentation. Un sujet se portant en quelque sorte garant que ce même refoulement va exister chez l'autre. D'autres alliances comportent une dérive pathologique, par exemple les pactes de déni en commun, les contrats pervers ou, à une échelle sociétale, le négationnisme. Toutes ces alliances préexistent à notre venue au monde. Et elles se nouent et se renouent avec tous les contemporains que nous rencontrons. L'espace psychique commun est partagé par les membres d'une famille, d'un couple, d'un groupe ou d'une institution. Cet espace contient des formations métapsychiques de ce type. Il n'y a pas ni famille, ni couple, ni lien, ni groupe, ni institution, s'il n'y a pas ces alliances, ces différents types d'alliances. Ces formations, ces alliances sont sensibles aux structures profondes de la vie sociale et culturelle. Toutes ces alliances sont décisives dans la formation des liens intersubjectifs et stables, conditions nécessaires pour la construction de ce que Pierre Aulagnier appelle l'espace où le « je » peut advenir. En resserrant mon analyse, je vais me centrer maintenant sur 3 caractéristiques majeures, à mes yeux, du malaise contemporain, ou du mal-être contemporain. Le premier dérive de ce que je viens de décrire, l'effondrement des garants méta. Je vais décrire les 2 autres. Le premier, je l'appelle la prévalence des processus sans sujet, et le troisième, la défaillance du répondant. On repère les fonctions métapsychiques des alliances structurantes lorsqu'elles sont en crise ou en faillite. C'est alors une cause majeure du mal-être, je le répète, et ces alliances en déficit, en faillite, affectent la capacité d'être et non seulement un malaise. Et c'est pourquoi je parle plutôt d'un mal-être qui touche la possibilité d'être et l'être du sujet, plutôt que de malaise. La répression des pulsions ne suffit pas. Comme Freud l'a préconisé, elle est nécessaire mais elle ne suffit pas. Le travail de culture est une conquête sur les pulsions meurtrières et sur le narcissisme. Chaque fois que le narcissisme est gravement menacé, ces conquêtes sont mises en péril. Mais ni la répression, ni les interdits fondamentaux, ni le travail de culture ne parviennent à se mettre au service du projet civilisateur, selon l'expression de Freud, si les alliances structurantes ne sont pas suffisamment établies. Il serait sans doute fécond de penser le problème de l'exil, du nomadisme, de l'errance et du déplacement, comme des déplacements de population, comme le symptôme d'une dislocation du contrat narcissique. Dislocation est à entendre avec cette perte de lieu psychique, celui que Winnicott appelait la localisation, le lieu culturel. Il y voyait une extension des phénomènes et des objets et des espaces transitionnels. Il écrit, en utilisant le mot de culture, je pense à la tradition dont on hérite. Je pense à quelque chose qui est le lot commun de l'humanité, auquel des individus et des groupes peuvent contribuer, et d'où chacun d'entre nous pourra tirer quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous trouvons. Cette dernière proposition est capitale. Un lieu où mettre ce que nous trouvons. Il est possible de caractériser le mal-être contemporain par la difficulté de constituer ce lieu où mettre ce que nous trouvons. J'insiste encore une fois sur la notion
de garants. 4 d'entre eux sont particulièrement importants. La religion, qui garantit contre l'angoisse de la mort, la loi, qui nous protège contre l'arbitraire, en assurant la communauté de droit, la culture, qui soutient notre capacité de nous représenter le monde, et la science, enfin, qui nous prémunit contre la soumission à l'ignorance. La faillite de ces 4 garants, ou leur défaillance, ou leur insuffisance, engendre la défiance. De nouveaux garants sont donc à inventer ou à restaurer. Nous avons besoin d'instances qui garantissent un ordre humanisant contre les régressions barbares, et nous les espérons fondées sur d'autres valeurs que celles de la domination et de la servitude. Notre tâche, est de repérer leurs incidences sur les liens intersubjectifs et sociaux et sur les formes de subjectivité qu'ils engendrent. Deuxième grand repère dans l'analyse du mal-être. Je veux parler maintenant des formations collectives, des processus et des formations collectives sans sujet. C'est peu dire que dans les sociétés hypermodernes, les liens sont en crise. À la fois le lien des individus avec les diverses composantes de la vie sociale et culturelle, et le lien entre les individus. Après Norbert Elias, les sociologues ont avancé la notion de société des individus pour qualifier l'émergence historique de l'individu dans notre société de masse. Mais cette notion signale en même temps l'illusion individualiste, le risque de la réduction de l'individu à un atome social qui se définirait uniquement par une fonction univoque et partielle, par exemple de producteur, ou de consommateur, ou d'agent de service. La notion complexe de processus sans sujet décrit assez bien cette situation. Ce processus ne prend en considération que des individus, et non pas des sujets, ce qui est précisément en difficulté dans le processus de subjectivation. Les processus sans sujet s'opposent au processus de subjectivation. Dès les années 30 du siècle dernier, au moment où les dictatures s'installent en Europe, Martin Heidegger reprend, après Hegel et Marx, le concept de processus sans sujet. Il qualifiait ainsi l'ère des masses, qui illustrait à la même époque les films de Fritz Lang, Métropolis, M. le Maudit, et les philosophes, les sociologues, les historiens et les psychanalystes ont écrit, dans des langages qui leur sont propres, ce phénomène général. Le savoir et la volonté humaine ne semblent plus avoir de prise et de contrôle sur les processus auxquels ils sont soumis et qu'ils contribuent à mettre en œuvre. Les processus qui les gouvernent semblent obéir à des causalités ou bien totalement hasardeuses, ou bien totalement déterminées, dans tous les cas inaccessibles à une maîtrise responsable. Le concept de processus sans sujet sera repris un peu plus tard dans la pensée de Louis Althusser. Il s'exprimera dans les philosophies de la dissémination et de la déconstruction du sujet, chez Derrida par exemple, et plus généralement dans les thèses selon lesquelles les processus qui organisent l'histoire et la société ne sont plus finalisés et qu'il est vain de leur chercher un sens. Toute construction commune liée à une volonté intentionnelle serait seulement une illusion. Il reste que les processus sans sujet ne dépendent de l'action de personne, mais ils sont le résultat des actions de tous. En ce sens, ils sont anonymes, inclus, cachés, agis dans le groupe ou dans le système asubjectif du collectif. Ces philosophies annoncent, décrivent, dénoncent et quelquefois justifient une des apories majeures du monde moderne. Elles rendent compte d'une dimension fondamentale de la vie sociale, lorsque celle-ci s'empare de tout l'espace psychique, lorsqu'elle abolit, lorsqu'elle aliène ou isole le sujet, l'oppose à la communauté en le soumettant à son ordre et en suscitant en retour l'idéologie individualiste de protestation, la société des individus. Tous ces processus de massification sont des processus sans sujet, et ils existent, on pourrait dire, de tout temps. Ce qui se met en place avec la modernité et se généralise dans l'hypermodernité
c'est la volonté des pouvoirs de construire et de contrôler à leur profit ces processus. Processus sans sujet et société des individus ont partie liée, dans des configurations contradictoires qui ne sont pas sans conséquence sur la structuration de la vie psychique et particulièrement sur l'activité de symbolisation et de subjectivation, sur les pensées qui travaillent à la mise au jour du sens dans la complexité. Cette activité symbolisatrice est pourtant essentielle. Elle seule permet d'élaborer la dispersion, l'hétérogénéité et l'écart entre l'expérience du monde interne et celle du monde environnement, la tension entre processus sans sujet, intersubjectivité et subjectivation. Les groupes et les institutions dérivent vers les processus sans sujet. C'est là une dominante du mal-être dans la culture de notre temps. La rencontre entre ce processus social et le processus de l'auto-aliénation du sujet, de la soumission et de l'abandon de la pensée est ainsi catastrophique. Je voudrais maintenant dire quelques mots de l'absence de répondant qui m'apparaît en même temps que l'effondrement des garants méta et des processus sans sujet. L'absence de répondant est une autre manifestation majeure du mal-être ordinaire et elle contribue à l'effacement progressif du sujet. Qu'est-ce qu'un répondant ? Un répondant est d'abord un sujet ou un ensemble de sujets qui reçoit, qui accueille, qui soutient nos questions sur ce que nous sommes et devenons. Plus banalement, le répondant répond aux questions cruciales de notre vie quotidienne. La disparition du répondant humain aux questions et aux demandes que nous formulons sont les conséquences de la culture du contrôle et des idéologies de la technique. En effet, la technique expulse la conflictualité inhérente aux liens intersubjectifs et aux rapports sociaux. Elle nous laisse désemparés et seuls devant les grands traumatismes qui ont troué l'histoire humaine que face aux incertitudes et aux complications de la vie quotidienne. Le remplacement des liens sociaux et intersubjectifs par des appareils bureaucratiques, par des machines et des automates, s'est imposé avec la pensée totalitaire et avec le néolibéralisme économique. Toutes ces dimensions conjuguées de la culture hypermoderne ont détruit la confiance en soi, dans les autres, dans la communauté. Au contraire, la peur, l'insécurité, l'angoisse muette et la violence se sont installées. Nous vivons dans l'impensable et l'impensé de ces expériences qui sont enfouies par le déni, isolées par le clivage, recouvertes par les danses maniaques au bord des volcans et des centrales nucléaires. Ces restes à penser, ce sont les précarités et les détresses créées par les exils, les mouvements migratoires, l'exclusion, le chômage, les déracinements. Et c'est l'incertitude sur le présent, la défiance vis-à-vis des transmissions qui n'engendrent pas d'avenir, ou au contraire l'exaltation bornée des fondamentalismes, l'extrême et fragile dépendance aux objets techniques, aux urgences, aux liens éphémères, etc. Dans cette conjonction éminemment critique du mal-être contemporain, l'ensemble des institutions dont dépend le devenir de l'espèce humaine est confronté à de nouveaux défis. Ce défi est celui également que doit affronter la psychanalyse. Que peut-elle et que ne peut-elle pas ? La contribution de la psychanalyse a été et demeure un apport considérable à l'intelligibilité de ce que nous vivons, subissons, souffrons, détruisons, pensons et créons. Et dès son origine, la psychanalyse a concouru à établir une pensée critique vis-à-vis des croyances illusoires, des représentations trop communément partagées, des repères identificatoires aliénants. C'est ce dont elle peut et doit publiquement témoigner, comme Freud l'a fait pour critiquer les liens dans sa société entre la névrose et la morale sexuelle civilisée et le malaise dans la culture. Par le traitement de la souffrance humaine qu'elle a inventée, la psychanalyse contribue à former une plus incisive lucidité sur soi, sur les autres et sur le monde. La psychanalyse peut, lorsqu'elle sait se donner les conditions d'une écoute,
dans des dispositifs adéquats, saisir les effets des profondes blessures de la vie psychique, en connaître les ressorts, soulager et peut-être en réparer quelques-unes. Elle peut les faire connaître et reconnaître par les sujets eux-mêmes. Elle conduit chaque sujet à la réalisation d'une autre manière d'être au monde, avec les autres et avec soi-même. Mais nous savons qu'il existe des formes de la souffrance et de la douleur contre lesquelles la psychanalyse ne peut rien. Ni sur les traitements de leurs causes, ni sur leurs effets. Lorsque l'origine et les effets du mal-être sont inhérents à l'organisation sociale et culturelle, la souffrance et les douleurs extrêmes qui affectent la psyché humaine dans ses noyaux les plus primitifs deviennent inatteignables par le seul moyen de la psychanalyse, qu'elle soit centrée sur le seul sujet singulier ou sur les conjonctions entre les différents espaces de la réalité psychique. Une fois que nous avons reconnu que la condition humaine inclut ces formes dévastatrices de la destruction de la vie psychique, en soi et chez les autres, nous devons aussi admettre que les solutions au mal-être, que les transformations qu'elles exigent, appellent d'autres modalités de pensée et d'action que ceux que propose la psychanalyse. Nous devons admettre que le politique consiste dans le vouloir pouvoir sur le social, l'économique, le culturel, le civilisationnel. Et nous ne pouvons pas séparer la manière dont ces ordres de la réalité s'organisent et soutiennent ou disloquent la vie psychique elle-même. Je vais conclure. Vous avez souhaité, chère Meriem Klatz-Dmitri, que pour ancrer mon propos sur le mal-être dans le contexte de ce congrès, je m'exprime sur ma perception de ce qui fut nommé le printemps arabe. C'est une demande à laquelle j'aurais aimé être en mesure d'apporter une réponse pertinente, mais ma difficulté a été de définir un point de vue autre que politique ou géopolitique, puisque ces points de vue ne sont pas de ma compétence et qu'ils seront abordés par de nombreux orateurs dans ce congrès. J'ai donc choisi de vous proposer quelques réflexions. Les unes sont celles d'un observateur attentif à ce puissant mouvement d'émancipation politique et culturelle qui a ébranlé de nombreux pays arabes, mais les autres sont en résonance avec la notion de résistance à l'humain, la résistance de l'humain à la répression de la liberté, et sur ce point je peux apporter un point de vue de psychanalyste. L'observateur que je suis se rallie à cette idée que l'éclosion du printemps arabe, en Tunisie, début 2011, puis en Égypte, a suscité de grands espoirs pour l'instauration de la démocratie dans la plupart des pays arabes. Toutefois, la prise de pouvoir par les partis islamistes a été une violente réponse à la menace que ces mouvements faisaient peser sur les intérêts politiques et économiques des régimes en place. Le chaos et la guerre civile ont suscité une réponse tant en Libye, en Syrie qu'en Égypte. Ces mouvements se sont développés dans des conditions très variables, d'un État à l'autre et dans des contextes tout à fait différents. À deux exceptions près, les mouvements révolutionnaires n'ont pas débouché sur l'instauration de véritables démocraties, ni même amorcé un processus démocratique. Après des mois de turbulences, des assassinats politiques, d'emprisonnements de résistants, journalistes, avocats, par deux gouvernements à majorité islamiste, le printemps arabe, enclenché en Tunisie, a établi un processus démocratique avec l'adoption d'une nouvelle constitution démocratique. Que cette constitution soit certainement parmi les plus avancées, parmi celles du monde arabe, il y a à cela plusieurs raisons que relèvent de nombreux observateurs. La tradition d'un islam ouvert et tolérant, l'attachement à la laïcité, l'importance de la classe moyenne, la généralisation de l'éducation, l'existence d'une élite de qualité, le rôle actif des femmes dans la société, l'émergence d'une société civile responsable. Cette société civile, son histoire et sa mobilisation dans le mouvement de démocratisation sont à mes yeux les résultats du travail de culture qui s'est accompli dans votre société. Ce travail de culture a été le vecteur décisif de la résistance, et je dirais de toute résistance de l'humain à la servitude qu'impose l'arbitraire et le pouvoir discrétionnaire qu'exerce une minorité toute puissante sur l'ensemble d'une nation. Je voudrais conclure
par quelques mots sur cette notion de résistance de l'humain. Elle est, comme le travail de culture, une tâche incessante, incomplète et fragile. Dans tous les pays où la dictature, la destruction de la communauté de droit et du travail de culture, l'imposition du bien absolu ont menacé la liberté de penser et de construire des liens qui rendent possible la capacité d'aimer, de travailler et de créer, dans tous ces pays est montée une résistance aux forces de mort et à l'arbitraire. La résistance de l'humain est cette force d'opposition, elle est aussi cette poussée, la promesse d'un autre ordre de vie qu'accomplissent les révolutions. Nous avons à réfléchir sur le fait qu'il n'existe pas de mots ni de concepts en psychanalyse pour comprendre cette résistance à la privation de la liberté, celle qui maintient la vie. La pensée psychanalytique limite la notion de résistance au processus défensif associé au transfert, dans la cure. Cependant, nous trouvons, si nous cherchons, nous trouvons chez Freud un autre courant de pensée qui nous conduit vers cette notion. Freud parle d'une poussée de liberté qui s'exprime dans certains rêves et dans lesquels, écrit Freud, il s'agit de la satisfaction des besoins les plus fondamentaux tels que la faim, la soif, l'aspiration nostalgique vers la liberté. Lorsque Freud parle de cette poussée de liberté, qu'il place au même niveau que les besoins fondamentaux de l'existence, et lorsqu'il parle de cette aspiration nostalgique vers la liberté, il ne nous parle pas seulement précisément d'un besoin fondamental ou d'une liberté perdue, qui serait par exemple celle de l'enfance. Il nous parle aussi de la liberté entravée par la société. Et cette liberté-là est toujours conquise au prix fort. Cette liberté-là repose sur l'instauration d'une communauté de droit, contre l'arbitraire et le pouvoir exclusif de quelques-uns qui y disposent, écrit Freud, de la force brutale pour y soumettre tous ceux qu'ils dominent. Cette liberté-là n'est pas seulement celle de l'individu, elle est celle qui garantit à tout homme le droit à la satisfaction des besoins nécessaires à la vie, et parmi ceux-ci, l'exercice de la pensée suffisamment libre pour être créatrice. Cette liberté-là est le résultat du travail de culture, c'est-à-dire du renoncement à l'arbitraire et à la réalisation des pulsions destructrices. Ce travail est précaire, je l'ai dit, je le souligne, il est toujours à recommencer et la liberté toujours à reconquérir. Chaque époque a la tâche de reprendre ce double travail de la résistance et de la culture pour assurer la liberté et d'en transmettre l'histoire. C'est en cela que ce double travail participe au processus fondamental de l'humanisation. Il en est la promesse. C'est par là que la plasticité créatrice des personnes, des groupes et des sociétés trouve son terreau nourricier et son horizon. Au fond, le mal-être aujourd'hui vient sans doute, pour une part, du doute sur la capacité des sociétés d'être le soutien et le garant de la résistance créatrice de l'humain.